Bien, bien, bien. Bonjour, mes vailleurs courants des bois à la quête de la plus rare plume de volaille pour revente immédiate sur le marché semi-noir. Comment allez-vous? Nous sommes ici présents, réunis en ce lieu mythique qui est ma chambre pour vous offrir mes analyses et prédictions complètes à style et chum de l'UFC 297 à Toronto ce samedi 20 janvier. Deshaun contre Maurice. Strickland contre Duplessis. C'est ce qu'on nous offre. Deux title fights. L'autre est un peu moins intéressant. Là. On y reviendra, mais on a 9 Canadiens sur la carte. 12 combats intéressants. Puis je vais vous offrir mes analyses et prédictions pour chacun de ces combats-là. Vraiment un feel d'une carte de MMA canadienne. Là. On s'entend que sous aucun prétexte, ça, là, si tu regardes ce pay-per-view-là, tu peux te dire ah, c'est un bon pay-per-view. Tu sais, c'est vraiment un bas de gamme pay-per-view dans l'offrande naturelle de l'UFC, l'offrande habituelle de l'UFC, mais en tant que Canadien, c'est sûr qu'on aime voir nos Canadiens se battre. Puis comme j'ai dit, il n'y en a pas moins que 9 sur la carte. Il y en a 2 sur la main card dans des combats qui pourraient les amener dans le top 15. Puis le reste des Canadiens, honnêtement, sont assez bien bookés là, sur cette carte-là. D'après moi, si on a à bêter sur est-ce que le Canada va finir avec une fiche de victoire-défaite positive sur cette carte-là, mon bet, ça sera un oui assez facile à date. Là. Honnêtement, je pense que la majorité des Canadiens doivent être favorisés dans leur combat. Donc, on check tout ça, les chums, à l'instant même. Puis, on a pris l'habitude de commencer par le bas. Fait qu'on va continuer de faire ça. Et anyway, c'est comme toutes des match-ups canadiens jusqu'à la main card, basically. Donc, le premier combat de la soirée, ça commence à 6h30. Il y a 3 combats sur Fight Pass, 4 prelims, 5 main card. Les 6h30 pour les prelims, 8h pour les prelims télévisés. Les premiers prelims sont sur Fight Pass, évidemment, à 6h30. Donc, 8h pour les prelims télévisés, 10h PM pour la main card. Malcolm Gordon, Jimmy Flick, premier combat de la soirée chez les Flyweight. Deux kill or be killed grappler, basically. Malcolm Gordon a une fiche de 14-7 en carrière. 7 défaites par finish. 14 victoires, 12 victoires par finish, ne sera qu'à la décision 2 fois, dont une fois dans l'UFC. Jamie Flick, de son côté, fiche de 16-7 en carrière. 7 défaites. Je suis en train de regarder. Finish non expliqué sur Tapologie, puis finish. Fait en tout cas, j'ai 6 de ces 7 défaites qui sont par finish, là, littéralement, qu'on a l'explication de comment ça s'est terminé. Puis pour ces victoires, j'ai une décision ici. C'est comme toutes des soumissions drôles, là, genre shoulder choke, arm triangle, flying triangle, ça c'était sur Cody Durden, mais il semble avoir qu'une victoire par décision. Fait que bref, tout ça pour dire, les chums, ces gars-là ne se rendent pas à décision. C'est des grapplers qui veulent essayer de finir le combat. Je pense que Malcolm Gordon a un avantage debout dans ce combat-là, de là pourquoi il est favori ici. Mais Jimmy Flick, on l'a vu contre Cody Durden, juste se coller dans un flying triangle à la seconde près qu'il y a eu contact physique avec son adversaire, puis il a gagné ce combat-là. Les deux vont probablement finir par grapple, les deux vont probablement essayer des soumissions. C'est des gars qui à la fois soumettent et se font soumettre. Perdent plus par knockout, là, malheureusement, pour Jimmy Flick. Je ne sais pas si Malcolm Gordon, il a le knockout power pour le finir, mais oui, Gordon est définitivement un gars qui soumet et se fait soumettre. Pas par knockout aussi, là, ne discrimine pas sur les façons dont il se fait péter, mais dans l'UFC, surtout, là, on l'a vu se faire soumettre par Mohamed Mokaev ainsi que par Amir Al-Baziki, qui sont deux des meilleurs dans toute la division. Mais bref, je pense que à cause que Malcolm est un meilleur striker, qui a une bonne base en Muay Thai en général, puis qui est moins... Tu sais, Jimmy Flick, là, c'est grapple or die. Ce gars-là, s'il doit se battre debout, ne gagnera aucun combat dans l'UFC, même en MMA en général. Donc, c'est sûr que je vais pick Malcolm ici dans ce combat-là. Mais honnêtement, Jimmy Flick, dangereux, Malcolm se fait soumettre. Dans tous les Canadiens qui sont favoris, c'est pas mon préféré, Malcolm Gordon ici. Là, si j'avais un bet. D'ailleurs, j'ai 10 bets sur cette carte-là. Je vous en fais pas à la fin. Fait que stay tuned pour ça, là, si vous voulez savoir. Mais j'ai définitivement Malcolm Gordon ici. Ensuite, Jasmine Jasudavicius,
Priscilla Cachoeira. Jasmine tente de se remettre là après une défaite contre Courtney Casey qui avait suivi son combat incroyable à Vancouver où elle avait battu Miranda Maverick. Elle s'était rankée dans le top 15 avec une victoire absolument dominante quand elle était immensément underdog dans ce combat-là. Il y a beaucoup ensuite contre Tracy Cortez, qui est une autre top prospect, un peu plus jeune, plus athlétique. Puis là, Cortez a gagné ce combat-là. Bonne opposition de Jasmine quand même ici, mais ça nous mène à un combat contre Priscilla Cachoeira ici, qui a perdu son dernier combat face à Miranda Maverick par armbar. Ça a été un back and forth quand même, mais c'est une victoire quand même assez décisive ici là, de Miranda Maverick, qui était d'ailleurs la victoire qui l'a fait rebondir de sa défaite contre Jasmine. Le MMA Matt nous dit que Jasmine va gagner. Le style match-up nous dit que Jasmine va gagner parce que Priscilla Cachoeira, c'est un peu une brawler qui a vraiment pas beaucoup de sol. Jasmine Jasudavicius, c'est une pressure fighter qui va utiliser ses mains pour aller chercher des takedowns et se battre au sol. Son ground and pound au sol est incroyable. Donc, sans aucun doute, là, j'ai Jasmine. Je pense que c'est un match-up qui est beaucoup plus lenient pour elle que ses deux derniers match-ups. Et puis, je pense qu'elle va nous prouver, là, encore une fois, comme c'est une borderline top 15 fighter à son poids, Jasmine Jasudavicius. Et puis, Priscilla n'est pas là, honnêtement. Si tu regardes son premier combat dans l'UFC, là, où elle s'est fait complètement démolir par Valentina, ça en était triste. Et Mario Yamasaki s'est littéralement fait congédier de l'arbitrage là, à la suite de ce combat-là. Là, ça avait fait une assez grosse controverse. Mais depuis, Priscilla Cachoeira a une bien meilleure carrière UFC qu'on pensait qu'elle allait avoir en regardant ce premier combat-là. Et puis, elle a tendance à surprendre. Est-ce que je pense qu'elle va surprendre ici puis battre Jasmine? Non, je suis assez confiant en une victoire de Jasmine dans ce combat-là. Mais bref, ceci étant dit, Jasmine, par décision probablement ici. Ensuite, Johan Lennes, Sam Patterson, je l'ai mentionné cette semaine, je l'ai mentionné à plusieurs reprises quand on a parlé de ce combat-là. Un combat primordial pour la carrière de Johan Lennes s'il veut demeurer dans l'UFC. Le gars, il est 1-2. Sa seule victoire, c'était vraiment pas convaincant contre Darian Weeks. C'était quelque chose que tu voulais voir de Johan, qui, on l'avait vu gravement manquer de cardio dans son combat contre Gabe Green, qui gagnait. Le Gabe Green, c'est d'ailleurs la meilleure performance de Johan Lennes dans l'UFC de loin à date, mais il a manqué de jus dans ce combat-là, on s'en rappellera tous, puis il s'est fait finir malheureusement. Ensuite, affronte Darian Weeks, puis c'est comme, il a vraiment été laid back. Il a réussi à garder son cardio dans ce combat-là, mais c'était en vraiment descendant le pace de son activité, en n'allant pas trop pour des takedowns ni rien. Et puis, il a gagné. C'était pas super convaincant. Puis ensuite, le combat contre Mike Malott se fait... je sais pas, il y avait quelque chose dans ce combat-là. Johan, il n'y avait pas l'air là. Dès que le combat a commencé, puis ça a été... Dès que Johan s'est lancé pour la première fois, il a tout mis ce qu'il y avait dans une main droite. Il s'est fait takedown, il s'est fait arm triangle quelques secondes après, littéralement. Donc... doit gagner. Pas compliqué, là, doit gagner. Affronte Sam Patterson. C'est un dur match-up quand même, à prédire, je vous cacherai pas, parce que comme j'essaie de pas me faire trop influencer par le premier combat dans l'UFC de Sam Patterson, mais c'est dur. C'est dur parce que Sam Patterson, c'est un gars que tu regardes se battre avant l'UFC. Il arrive avec une fiche de 10 victoires, une défaite, un draw. Et puis, il est solide. Le gars a gagné plusieurs combats par TKO, par soumission. Il a l'air d'être capable de tout faire. Il est grand, il est long. Il avait comme 6 pouces de grandeur puis 10 pouces de reach ou 10 ouais, de quoi de même sur son adversaire, de quoi de complètement ridicule. Sur son adversaire, Yana Lachmoz, à son premier combat dans l'UFC. Le problème, c'est que Sam Patterson, au courant de sa carrière, a comme un peu développé une bad habit de se battre le menton quand même haut. Puis sa seule défaite avait été par knockout au premier round, vraiment tôt dans sa carrière. Puis il était sur genre 8 victoires, 9 victoires depuis, quelque chose comme ça. Donc, il avait vraiment mis ça derrière lui, mais c'est comme c'est dur de regarder quelqu'un qui se bat comme ça, puis là, qui arrive dans l'UFC, puis dit, ah si. Il va pas être grand pour avoir tout le reach, mais s'il ne protège pas un peu son menton, la fois que quelqu'un va le pogner, ça ne marchera pas pour lui. Puis définitivement, c'est ça qui est arrivé. Puis c'est arrivé en 1 minute 15. Ça a pris 1 minute 15 pour Yana Lachmoz qui avait un désavantage de à quelque part entre 10 et 6 pouces de reach, là, mais un désavantage incroyable au niveau de la portée. Puis il a trouvé le menton à 1 minute 15, il a complètement éteint les lumières à Sam Patterson. Puis là, le gars qui est surnommé The Future semble ne pas être The Future, là, finalement. Mais crime.
la raison pourquoi j'ai des questions, c'est parce qu'avant ça, il était bon. Le gars, il a des bons skills, va être plus rapide avec ses mains que Yohan. Va quand même avoir un reach advantage sur Yohan. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que Patterson a move up de division ici. Là, se retrouve à 170 livres. Où tu sais, il passe d'un gars de sous 6 pieds 3 à 70 et 78 pouces de reach. C'était comme un des plus grands et plus gros lightweight qui s'appelait pas Jalen Turner dans toute l'humanité. Là, on va juste avoir 2 pouces de reach sur Yohan, puis aussi 2 pouces de grandeur sur Yohan. Je me demande comment ça va affecter son style qui se bat très long là, derrière ses longs punches. Puis est-ce qu'il va être capable de mieux camoufler son menton? Parce que là, les gars, ils n'auront plus 10 pouces à combler pour se rendre. Ils vont avoir 2 pouces à combler pour se rendre. Puis c'est un peu plus facile à faire, vous comprenez. L'autre chose, c'est est-ce que justement son menton va être meilleur? À cause qu'il coupe moins de poids. Parce qu'on s'entend quand tu es un doute de 6 pieds 3, tu beau être maigre, si tu te bats 155 livres, la weight cut, c'est 83% de ton combat. Là, ça va être un peu moins de pourcent de son combat. Puis oui, il va donner de la size, là, comme de la thickness, puis de la force physique pure à ses adversaires, dont Yohan Lennes, d'après moi, qui va être plus physique, plus fort physiquement que Sam Patterson dans ce combat-là. Mais Sam Patterson va avoir un avantage au niveau de la portée, va avoir un avantage au niveau de la rapidité des mains, va bouger plus fluidement que Yohan Lennes en général debout. Ce qui me porte à croire que si Yohan est capable de mettre la main sur son adversaire puis de réintégrer un peu de grappling, de takedown à sa game, ça va être intéressant parce que j'ai encore des questions sur qu'est-ce que Yohan a l'air au 3e round d'un combat. Je sais qu'on l'a vu contre Weeks, mais il a vraiment managé le pace contre un adversaire qui ne peut pas faire grand-chose contre lui. Sam Patterson est fragile. D'après moi, il n'est pas le gars le plus durable du monde. Si Yohan le frappe très fort, ça se peut qu'il le tue. Mais Sam Patterson est un bon adversaire. Il a des skills, puis il va arriver à faire des choses dans la cage. Je pense que Darian Weeks était juste pas assez expérimenté et un peu overmatch là, pour l'UFC en général. Puis c'est pour ça qu'on a vu Yohan être capable de vraiment bien gérer le pace dans ce combat-là. Je ne sais pas s'il va être capable de si bien gérer le pace contre Sam Patterson. Donc, est-ce qu'il va avoir du succès, mais se fatiguer rapidement, puis nous donner le droit à des situations très sketch en fin de combat? Là est la question. Là est la question. Je pique Yohan sans aucun doute parce que je pense que l'avantage de physicalité dans ce combat-là va être quelque chose d'important, considérant que Yohan va soit vouloir le frapper très fort ou soit vouloir essayer de comme le clinch contre la cage, le grapple un peu, soit contre la cage ou au sol. Donc je pense que la physicalité va valoir quelque chose. C'est pour cette raison-là je pique Yohan Lennes dans un combat qui est do or die pour lui. Là. Ensuite, Jillian Robertson. Polyana Viana. C'est la version féminine de Malcolm Gordon contre Jimmy Flick. Ici, la différence étant que je pense que Jillian Robertson est un peu plus durable que tous les autres combattants discutés dans cette équation, dans cette comparaison. Perdu par décision, la majorité des fois qu'elle a perdu dans l'UFC. Il y a seulement que Macy Barber qui avait réussi à la finir par punch. Puis Mayra Bueno Silva, étrangement, là, qui l'avait soumis dans un armbar là, assez nice, on se rappellera. Les débuts de sa carrière dans l'UFC, troisième fight dans l'UFC de Jillian, là, que c'était arrivé ça. Mais depuis, ses 2 premières défaites, c'était des finishes, mais depuis, elle a perdu le Tyler Santos, l'a battu, Miranda Maverick l'a battu, JJ Aldrich l'a battu, puis Tabata Ricci aussi. Et puis, ça a tout été des décisions. La majorité du temps, quand elle gagne, c'est par soumission. Armbar contre Pierre Rodriguez. Rear Naked Choke, No qu'on se rappellera contre Agapova. Rear Naked Choke contre the aforementioned Priscilla Cachoeira. Elle avait battu au premier round par Rear Naked Choke. Courtney Casey, Rear Naked Choke au 3e. Il y a Sarah Frota qu'elle avait réussi à battre par TKO, mais Veronica Hardy, Rear Naked Choke. Molly McCann, Rear Naked Choke. Emily Whitmire, Armbar. Donc, tendance à soumettre les gens, pas tendance à gagner par décision la majorité du temps. Puis Polyana Viana, elle est vraiment très killed or be killed. Oui, elle a des décisions, un peu sur sa fiche. Contre Tabata Ricci, notamment, ça va être une décision contre Anna Cyphers. Pas grave qu'elle a perdu contre Anna Cyphers, mais elle s'était faite soumettre par Veronica Hardy, puis elle aussi, là, elle a comme tendance à gagner par soumission ou par perdre par soumission. L'affaire qui va être dangereuse ici pour Jillian Robertson, c'est que Polyana Viana,
est quand même longue, 67 pouces de reach pour la division. Ils ont la même grandeur de 5 et 5, les deux. Jillian est à 63, Viana à 67. Puis elle génère du weird power là, au bout de ses strikes. Puis elle est game là, de vraiment rentrer dans quelqu'un debout parce que justement, elle n'a pas peur de se faire takedown parce que son grappling est très solide et très agressif. Donc le striking me fait un peu peur pour Jillian ici. Mais en général, je pense que c'est une grappler plus agressive, c'est une grappler qui est excessivement dangereuse, qui a soumis des gens qu'on ne pensait pas qu'elle pouvait soumettre, puis qui ne se fait pas vraiment soumettre en retour. Donc, j'ai définitivement Jillian ici, probablement là, par soumission, probablement par finish dans ce combat-là. Ensuite, Series CD, Ramon Taveras, le rematch du Contender Series. Écoute, c'est vrai que le stoppage était BS là, dans ce combat-là, on ne se le cachera pas. C'est un des early stoppages assez bad là, qu'on a vu in recent times. Ça a payé pour Seri, il a quand même eu le contrat. J'avais peur qu'il n'y ait pas le contrat à cause de ça. Puis le match-up va être le même. Un gars qui est capable de se battre dans les deux stances assez confortablement. Donc j'assume qu'il va se battre droitier ici en Series CD face à Ramon Taveras, qui est un gaucher. Les deux vont avoir une différence de 3 pouces de grandeur en faveur de Seri, puis 2 pouces de reach en faveur de Seri, qui va à la fois avoir cet avantage-là au niveau du striking, qui est un striker qui aime se battre long aussi. Donc, ça risque de l'avantager, mais aussi est un meilleur lutteur. Est un meilleur lutteur et grappler là, que Ramon Taveras. Et ça, il n'y a presque pas de doute pour moi. Donc, je pense juste que j'ai à la fois vu Seri gagner ce combat-là. Le stoppage était bullshit, mais d'après moi, s'il y avait 30 secondes de plus à ce combat-là, ça allait être un vrai stoppage. Et puis, ben, il va avoir un avantage marqué au niveau des takedowns et du grappling, selon moi. Donc, je pique sans aucun doute Seri encore une fois ici. Ce qui mène à Charles Jourdain, Sean Woodson. Combat qui me laisse un peu sur mon appétit. Je pense que quand les deux vont être dans la cage puis ils vont se battre, ça va être très intéressant parce que Woodson va avoir genre 9 pouces de reach sur Charles. C'est un gars de 6 pieds 2 contre le 5 et 9 à Charles. 78 pouces contre 69 pouces de reach pour les deux fighters. Sean qui va se battre droitier. Charles qui est un gaucher. Primairement, mais qui est capable de se battre dans les deux stances assez facilement. Mais je pense qu'il va vouloir utiliser le match-up gaucher contre droitier un peu ici. Kicker beaucoup, probablement, seule manière de se rendre à son adversaire. Puis je pense que Charles en kicking range va peut-être quand même pouvoir se faire puncher d'en face par Sean Woodson. Ce qui va être assez spécial là, à affronter. Mais tu sais, Charles a affronté d'autres combattants avec des assez longs reach. On pense à André Fili, Julian Erosa. C'est comme pas des combats qu'il a gagnés, là, malheureusement, mais c'est pas des combats où il a perdu à cause qu'il se faisait péter debout. On s'entend, André Fili, c'est quelques takedowns super clés là, qui ont donné cette décision serrée-là. Julian Erosa, c'est un Darce que je continue de dire, il a tellement bien setup, là, ce Darce-là. C'est absolument magnifique la façon dont il a comme mesuré Charles la première fois qu'il était dans le clinch contre la cage, puis après, il a réessayé le même move, sachant comme ayant pris sa mesure, puis là, il a passé à la soumission à Charles. C'était super crafty d'un vétéran, mais tout ça m'amène à dire que c'est pas le striking de Julian Erosa qui a fait que Charles a perdu ce combat-là. Donc, j'ai tendance à penser que Charles doit être favori ici. Les odds semblent le dire aussi. Tu sais, c'est pas. Le style match-up est pas incroyable, là, on va se le dire. Là. C'est jamais facile ou plaisant pour un dos d'affronter un gars de 6 pieds 2 qui a 9 pouces de reach sur toi. Ceci étant dit, mon pic ici est pas tant par rapport au style match-up, mais plus comme par rapport à le momentum. Charles est un fighter de plus haut niveau que Sean Woodson. Sean Woodson nous a prouvé qui est un bon combattant. Il n'a pas eu les opportunités que Charles a eu encore. On ne se le cachera pas. Les deux, lui aussi, sa seule défaite, c'est genre contre Julian Erosa par Darce Choke au 3e round, ce qui est assez hilarant. Mais tu sais, il a battu Terrence McKenna au Contender Series, puis depuis ce temps-là, il n'a pas affronté d'autres combattants de ce niveau-là. Il a été booké contre Jonathan Pierce, ça n'a pas eu lieu. Il y a eu une blessure à ce niveau-là. Donc, tu sais, comme il n'y a pas eu les opportunités que Charles a eu encore. Mais Charles est comme un top 20-25 dans cette division-là. Sean Woodson est comme top
50, 55. Je pense que Charles est un fighter de plus haut niveau. Je pense que Charles a battu des fighters que je considère comme étant de plus haut niveau que Sean Woodson. Donc, de perdre ce combat-là, ça sera un gros step back pour Charles Jourdain. Puis je pense qu'il doit être favori ici. C'est pour ça que je le pique. Ensuite, Brad Katona, Garrett Armfield. Bon fight là, pour Brad Katona. Je continuerai jamais j'arrêterai jamais, c'est-à-dire de dire que Garrett Armfield s'est fait péter par Matteo Vogel. Il collissait à voler à Matteo Vogel, en fait. On va se le dire comment c'est. Il collissait la rince à Matteo Vogel, mais vous savez que Matteo, il n'est pas tuable, peut manger toutes les punches debout, puis s'il réussit à s'agripper à toi, puis à t'amener au sol, ça va être dangereux pour toi, puis il a réussi à take le back de Garrett Armfield, puis juste le choker, puis pull un gros comeback win. Armfield est dans l'UFC aujourd'hui. Matteo se bat à Unified devant Dana White, puis va peut-être se faire signer dans l'UFC avec une victoire. Et puis, ça va être intéressant de suivre ça, mais pour ce qui est du combat de Brad Katona contre Garrett Armfield, un peu le même scénario que Charles contre Woodson. Genre, je pense que Katona a prouvé être un fighter de plus haut niveau que Garrett Armfield, qui est encore débutant dans l'UFC. Je pense qu'il y a 1 ou 2 combats. Enfin, il y a 2 combats sûrs. Il y a une victoire, une défaite sûre de ce que je me rappelle, mais je vais aller vérifier pour être sûr. Les gars, tant qu'à être ici de par vous n'importe quoi, là, c'est pas bien dur. J'ai le tapologie devant moi. Garrett Armfield. Définitivement, seulement 2 combats dans l'UFC, avait perdu contre David Onama. Ensuite, battu Toshiomi Kazama, qui est un doute de Road to UFC. Donc, une victoire dans l'UFC, certainement. Que veut-elle dire? Je ne saurais vous éclairer là-dessus, mais non, Brad Katona, même Cody Gibson est un fighter de plus haut niveau que Garrett Armfield, selon moi. Le gars, il a battu Timur Valiev. Puis oui, c'était sketch comme décision, mais il a battu Timur Valiev à tough que moi, je rank comme borderline top 15 au monde. Donc, Katona est dans ces eaux-là. Dans une des meilleures divisions MMA. Je serais très surpris qu'il perde contre Garrett Armfield ici. Genre, très surpris. Ensuite, Arnold Allen, Movsar Evloev. Moi, selon moi, ce combat-là ne repose que sur une chose, puis c'est un gros facteur. C'est un très, très gros facteur. C'est à quel point Movsar Evloev va striker avec Arnold Allen. Parce que Movsar Evloev est un lutteur absolument génial, incroyable. Si ce gars-là là, décidait d'être un spam wrestler, de juste courir après tout le monde, puis chain wrestle, puis l'amener dans la cage, puis juste toujours être sur une jambe pendant 15 minutes, il ne perdrait pas un combat dans cette division-là, je suis presque sûr. Peut-être du moins avant d'arriver à genre Volkanovski, Ilya Topuria, Max Holloway, ces dudes-là. Mais encore là, il leur donnera une ride pour leur argent parce que le dude, son cardio est incroyable, son conditioning est incroyable, son menton est incroyable, tout son grappling, sa lutte est incroyable. Son seul problème, c'est qu'il est correct en striking, vraiment meilleur que le russe moyen en striking. Puis il s'en sert de son striking trop longtemps, des fois. Il y a des fois qu'il pendant un round et demi, là, Movsar Evloev, il est là, puis il strike avec quelqu'un, puis il essaye aucun takedown, puis il essaye rien de tout ça, puis c'est comme tellement frustrant à voir parce que t'es genre big. Si t'essayais de grapple, tu réussirais. Puis c'est ça qui va arriver. Si grapple Arnold Allen, il va gagner ce combat-là. S'il essaie de striker avec Arnold Allen, il ne gagnera pas ce combat-là. S'il essaie trop longtemps de striker avec Arnold Allen, puis je parle même de comme pendant un round et demi, c'est trop. C'est trop. Tu ne peux pas donner ce jeu-là à Arnold Allen parce que Arnold Allen est un fighter assez solide. Pour le reste du temps, je pense donner de la difficulté à Movsar Evloev. Je pense que Movsar Evloev, il va falloir qu'il travaille fort au niveau du grappling pour battre de façon convaincante Arnold Allen, même s'il est un excellent grappler. Donc, pas le temps de striker ici. Je vais pick Evloev. J'ai vraiment pas beaucoup confiance là, en ce pick-là, mais je vais pick Evloev ici. Parce que je pense que son avenue à la victoire est plus claire que celle d'Arnold Allen. Mais si on est sur le podcast dimanche ou lundi à dire je peux pas croire qu'Evloev a essayé de striker avec Allen puis il a perdu, ben je serais pas 100% surpris de ça. Tu comprends? Ça serait pas une des grosses surprises de mon année 2024. Donc, Evloev pour moi ici. Ensuite, Chris Curtis, Marc-André Barriault. Opportunité énorme pour Barriault, là, qu'il mérite. Là. Il y a genre 11 combats dans l'UFC, puis on le voit vraiment là, dans ses derniers combats. A pris un sale step-up. Le dude, il est rendu là. Sa seule défaite récente, qui n'est pas celle, il y a celle contre Chidi Njokuani, là, of course, qui a en 16 secondes. Chidi est basically comme à l'aube de se faire cut par l'UFC parce que c'est pas mal un gars qui va
cut Cole dans 16 secondes où ça se passera pas pantoute pour lui. Contre Barrio, c'est la fois que ça a marché, mais tu sais, c'est comme. Si tu regardes toute la carrière de Barrio, c'est tellement une anomalie, ce combat-là, que je pense même pas que tu peux t'en servir pour une analyse d'un combat de Barrio en général. Puis si on enlève ça, il a perdu contre Anthony Hernandez par arm triangle au 3e round en 2022. Mais en dehors de ça, si tu veux retrouver une autre défaite de Barrio, il faut que tu reviennes au début de sa carrière UFC là, contre Sanchez, Jotko et John Young Park. Avant qu'il batte Piechota, ça a été overturn. On s'en rappellera tous de cet événement-là. Mais après, Abuezator, Dalcha, Jordan Wright, Julian Marquez, Eric Anders, il bat des adversaires qui sont de mieux en mieux à chaque combat. Il est sur 2 victoires contre Marquez et Anders. Fait qu'il mérite son top 15. Puis honnêtement, il y a comme un des top 15 fighters les plus prenables en Chris Curtis. Puis honnêtement, c'est parce que tu sais jamais vraiment quel Chris Curtis va se présenter. Là, j'ai comme un petit feeling dans moi que le meilleur Chris Curtis va se présenter pour ce combat-là parce que, vous le savez tous, c'est un des training partners principaux à Deshaun. Et puis Deshaun est le champion maintenant. Deshaun s'entraînait pour un gros title fight. Puis un gros title fight avec émotion, là, dans son cas, on s'en reparlera dans pas long, mais Strickland, Duplessis se déteste là, vraiment. Il y a beaucoup d'animosité derrière ce combat-là. Donc, Chris Curtis devait être all-in pendant ce camp-là. Il devait vraiment être focus puis zoned in. C'est pour ça pendant qu'on ait le Chris Curtis qui arrive là puis il décide genre de se fâcher après l'arbitre plus que de se battre ou de sortir de son combat lui-même à cause d'une affaire mentale. Ce qui est une chose qui arrive quand même souvent là, à Chris Curtis. C'est pas pour rien que le dude il a 10 défaites à sa fiche, bien que 30 victoires. Là, c'est la définition même du dude qui gagne 2-3 combats, puis il en perd un, puis il en regagne 2-3 autres, puis là, il en perd un, puis il en regagne 2-3 autres. Puis c'est la définition même de ce gars-là. Et puis, ben, c'est ça. Mario, écoute, c'est sûr que la dynamique de ce match-up-là est assez nice pour les deux parce que je pense que les deux vont un peu donner le combat à l'autre que l'autre veut avoir. Dans le sens que Chris Curtis, c'est un back-foot fighter qui veut counter. Il est très crafty et assez solide défensivement. Puis Marc-André Barrio, c'est un train, c'est Chouchou Barrio, il s'en va en avant, puis c'est un bruiser, puis il essaie de mettre du volume là pour fatiguer son adversaire parce qu'il est très durable, puis il a un excellent cardio, puis plus le combat avance, plus Barrio est solide, surtout s'il réussit à clincher beaucoup son adversaire parce que ses uppercuts de là, ses coups de coude, la façon dont il vient lander des short strikes qui sont vraiment powerful et déplaisantes pour ses adversaires. Fait que Curtis qui va être sur le back foot, c'est génial pour Barrio qui veut avancer. Puis Barrio qui avance, c'est génial pour Curtis qui veut être sur le back foot, puis qui veut être défensif, puis qui veut counter. Honnêtement, je pense que Curtis est plus crafty que Barrio debout. Je sais pas si ça va donner plus de volume, parce que je pense que Barrio est celui qui va le plus essayer des deux. Mais je me demande si Curtis va pas être capable un peu de jouer au matador là, avec le taureau qu'est Marc-André Barrio, puis juste comme travailler alentour de ça, bien bouger, s'assurer que Barrio peut pas couper la cage, puis rester sur le back foot, puis lander des bons counters qui même si Barrio touche 2-3 fois dans l'échange, le counter land tellement clean que les juges sont genre on n'a pas le choix de scorer cet échange-là pour Curtis, puis donner un genre de combat où Curtis gagne la décision, mais Barrio a landé plus de strikes, là. C'est un peu ça que je vois ici là, dans ce combat-là, malheureusement. Puis en plus, toutes les fois que j'ai pick pour Barrio ou presque il a perdu, toutes les fois que j'ai pick contre Barrio ou presque il a gagné. Fait que je suis vraiment happy là, d'arriver ici et de pick Chris Curtis parce que j'espère que Barrio va gagner. Fait que on va pick contre Barrio vu que c'est ça. La recette gagnante d'habitude. Ensuite, un combat similaire. Neil Magny, Mike Malott, et puis oui, c'est comme un des top 15 fighters les plus prenables. Mais écoute, Mike Malott, là, c'est comme. Est-ce que je serais wrong de dire que c'est un peu une création de l'UFC, Mike Malott? Tu sais, il est si haut sur cette carte-là, puis tout, il était dans un spot similaire à Vancouver. Comme clairement, le Mike Malott, c'est le gars que l'UFC veut pousser au Canada.
Et puis, on s'entend que si Barrio est sur un pay-per-view dans un combat de top 15, c'est parce qu'il le mérite. Là. Il y a 11 combats dans l'UFC, il est sur une série de victoires. Charles Jourdain, mérite probablement plus aussi que Mike Malott de se retrouver dans cette position-là. Ils n'ont pas réussi à y avoir un top 15 opponent, là, malheureusement, sur cette carte-là. Fait que se retrouve un peu comme dans le milieu des prelims, un peu random. Puis c'est Malott qui a le spot, mais c'est comme Mike Malott a juste 3 combats dans l'UFC. Ouais, 3 combats. Mickey Gall, Lennes puis Fujit. On s'entend, je viens de vous nommer ces 3 adversaires. No disrespect à aucun de ces gars-là, mais sacrément, man. Tu sais, Johan Lennes, on s'entend, il est 1 et 2. Il joue un peu son contrat UFC. Pas mal dans le bas de la division. Il y a quoi, une centaine, mettons, on dit faire un chiffron, il y a genre 100 welterweight dans l'UFC, mettons, quoi de même. Ça ferait du sens. Johan est quoi? 90e, là? Dans le début de carrière, il joue un peu sa carrière, ce combat-là, il est comme dans le bas de la division, sans aucun doute. Mais qui garde tellement dans le bas de la division qu'il s'est fait cut. Adam Fujit, très dans le bas de la division. Là, on a peut-être 3 gars qui sont entre, mettons, 85 et 100 sur les 100 welterweight. Puis Malott les a battus les 3 par finish de façon impressionnante, sans aucun doute. Il nous montre de superbes choses, Mike Malott, mais le gars, il passe de ça au genre numéro 13 des rankings UFC, puis peut-être comme, mettons, si tu fais un ranking mondial avec les gars de Bellator, puis PFL, whatever, comme des 15, 16, 17e meilleur welterweight au monde, Neil Magny. Fait que le gars passe de, comme je me bats contre des top 80, 90 fighters au monde, à je me bats contre un des 15, 16 meilleurs au monde. Même si Neil Magny est rendu vieux, même si Neil Magny, honnêtement, à l'âge de 36 ans, puis après avoir fait une split decision super sketch contre Phil Rowe, on pensait pas mal qu'il avait perdu ce combat-là. C'est sûr que, comme il peut être wash demain matin, puis ça se peut que Mike Malott arrive là, puis te le traverse complètement, mais comme tant que j'ai pas vu ça, genre, ça va être dur, parce que Neil Magny, s'il y a une affaire qui arrive pas, c'est qu'il se fait finir. Neil Magny, tu sais, à part comme au sol, par soumission, par des grapplers incroyables, genre Gilbert Burns puis Shavkat Rakhmonov, là, Gilbert Burns, on s'entend, le monde a tendance à oublier, mais Gilbert Burns, un des combattants de Jiu-Jitsu les plus titrés de l'histoire du Jiu avant qu'il s'amène en MMA puis vienne un genre de striker brawler qui veut péter à gueule à tout le monde parce qu'il est puissant. Shavkat Rakhmonov, même affaire, ce gars-là, c'est un monstre, mais le gars, Ian Gary s'est rendu à la décision contre Neil Magny. Michael Chiesa s'est rendu à la décision contre Neil Magny. C'est un doute qui est durable. C'est un doute que ses combats durs, surtout. Là, même les fois qu'il se fait finish, Rakhmonov au 2e round, Santiago Ponzinibbio l'a fini au 4e round d'un main event. Damien Maia, 2e round. Sergio Moraes l'avait fini par triangle au 1er round. Donc, tu sais, c'est des choses qui se peuvent, mais généralement, Neil Magny est un combattant très durable, un combattant qui fait plus qu'un round et demi à la majorité de ses combats. Tu sais, mettons, le over 1.5, c'est un crise de bon bet de ses combats de Neil Magny d'habitude. Et Mike Malott, c'est un peu un first round finisher or die, là, en général. Là, on l'a vu se rendre au début de 2e, là, dans son combat contre Adam Fujit, mais si tu regardes toutes les victoires de Malott contre Fujit, guillotine début de 2e, Lennes 1er round, Gall 1er round, Contender Series contre Smotriski 1er round, Solomon Renfro 1er round, Shintani 1er round, Alan Wilson, John Williams, Michael Imperato, James Saunders, toutes des first round finish. C'est rendu à l'extérieur du round et demi, là, seulement que 2 fois dans sa carrière. Même une fois dans sa carrière. La fois qu'il a perdu contre Dawodu, c'était au 1er round. Ça, c'est bizarre qu'il ait perdu par knockout au 1er round contre un 145 livres. C'est vrai que Malott se battait à 145 livres dans ce temps-là, ce qui est complètement ridicule parce que le dude, c'est comme un good size welterweight. Là, même Neil Magny va avoir beaucoup de reach sur lui, 7 pouces, mais juste 2 pouces de grandeur. Puis Magny, c'est un grand welterweight, on s'entend. Donc, Mike Malott, il donne rien en size là, au welterweight moyen. Il essaie de se battre à 145, mais bref. C'est battu contre Thomas Diang là, au Bellator, un doute qui était 5-4, puis ça a fini en draw parce que ça a passé le round et demi. Puis honnêtement, c'est juste ça. C'est comme
Est-ce que Mike Malott pourrait arriver ici, l'amener comme un takedown sur Neil Magny, puis le soumettre au premier round, puis continuer la séquence, puis justifier les odds qu'ils font favoris 3 contre 1 dans ce combat-là, et même plus? Oui, il pourrait 100% faire ça. Mais si ça dure, je me demande ça va avoir l'air de quoi. Parce qu'on ne l'a jamais vraiment vu passer le round et demi dans sa carrière. Quand c'est arrivé, ça n'a pas bien paru du tout. Et puis Neil Magny est comme un spécialiste de tout ça, là, de rendre les combats boring contre la cage, puis essayer d'être un neutralisateur, puis de faire durer ça le plus longtemps possible, puis de wear sur ses adversaires pour les fatiguer parce que lui, il a un cardio infini. Fait qu'honnêtement, les bums, je pense que c'est comme un peu, je veux pas dire un fraud check, là, loin de là, mais c'est comme un peu un wake-up call là, pour l'UFC puis pour Mike Malott ici. Je pense qu'il essaie de le pousser très rapidement, puis je pense pas que le gars il est là encore. Puis c'est définitivement Neil Magny, probablement par décision, voire même une split decision. Ça serait très Neil Magny de gagner ça par split decision ou de perdre ça par split decision. Mais bref, j'ai Magny ici. Ensuite, le title fight que l'on n'attendait pas. Raquel Pennington, Mayra Bueno Silva. Ce title fight-là me fait mal parce qu'il y a comme peut-être 3 filles qui méritent un title fight dans cette division-là. Puis je me mérite entre de gros guillemets, mais c'est quand même ça. C'est Raquel Pennington, Juliana Peña, puis Mayra Bueno Silva. Puis écoute, si tu vois ces 3 noms-là, puis t'es genre, ouais, c'est ça, comme les championship level fighters dans cette division-là. Ben, malheureusement, oui. C'est ça, la réponse est oui. C'est ça qui est plate. Tu sais, comme au moins quand Amanda Nunes, Ronda Rousey était là, c'est comme, tu sais, il n'y a personne qui peut les battre, mais c'est comme au moins, je peux me dire, ces filles-là, c'est des championship level fighters. C'est de calibre champion UFC. Puis ils vont péter tout le monde, puis il n'y a personne qui peut leur toucher dans ces divisions-là, whatever. Mais c'est des championship level fighters. Moi, j'ai une championship level fighter et tout le reste. Là, on se retrouve dans une division. Oui, peut-être que les title fights vont être le fun, puis peut-être que le title va changer souvent de même parce que, comme Mayra Bueno Silva, elle peut battre Raquel Pennington, elle peut perdre contre Raquel Pennington, elle peut battre Juliana Peña, elle peut perdre contre Juliana Peña. Elle a battu Holly Holm, mais ça l'avait perdu contre Holly Holm. Est-ce que quelqu'un aurait été surpris ici? Absolument pas. Elle peut perdre contre Aldana, elle peut battre Aldana. Tu sais, il y a comme à peu près tout le monde qui existe dans cette division-là a une chance de devenir champion. Puis c'est pas parce qu'ils sont tous bons, mettons. C'est pas mal l'inverse. Puis tu sais, écoute, regarde. Mon pick ici, ça va être Bueno Silva parce que comme Raquel Pennington, championne de l'UFC, c'est un cauchemar sur 2 pattes, ça. Littéralement. Pennington va être plus grosse qu'elle, va être plus physique qu'elle, va essayer de l'amener dans le clinch contre la cage, puis de la battre par décision de la pire façon possible sur toute l'humanité. Fait que tu sais, est-ce que je pique Mayra Bueno Silva avec confiance. Ici, je pense que c'est la plus dangereuse des deux. Elle a plus de skills debout, moins au niveau du grappling, bien qu'elle a une bonne submission game quand même de son dos. Belle game de armbar puis de triangle. Mais je pense quand même que Pennington va être la plus skill des 2 grapplers. Striking, ça va être serré. Je pense que si Silva peut avoir de la distance, ça va être dangereuse. Pennington va sûrement pas y laisser beaucoup de distance. Donc, ça va être à voir, mais c'est ça. Pennington va pousser le P-game plan au monde. Puis, comme par but d'être un peu diverti, je vais y aller avec la fille qui a un peu de chance de gagner d'une façon le fun. Puis ça, c'est Mayra Bueno Silva. Donc, big analyse que ce fut, les chums. Mais je pense que tout le monde s'en crisse un peu de cette fight-là. Ce qui n'est pas le cas avec le main event. DeShaun Strickland l'a reçu capturer l'admiration des masses. Là. Ça a été un breakout year pour lui. Puis même si c'était d'autres, il dit des affaires que je suis pas d'accord. Le 3/4 du temps, il est comme. Le gars, il speak his mind, man. Puis il est. Comme faut un peu l'apprécier pour le personnage qui est. Puis il est en train de se carve une niche. Nous, c'est du MMA, man. Tu t'attends pas à ce que ces gens-là aient les propos les plus incroyablement concis au monde. Là. Fait que, comme, on l'accepte pour ce qui est le dos des corrects, honnêtement. Elle est fait à job de chambre. Puis beaucoup de fans comme rendu un genre de underground fan favorite en MMA. Puis il affronte Dricus Duplessis, qui est un autre dos de excessivement difficile à aimer comme personne.
Ben, tu sais, c'est ça. Si Deshaun, tu finis par aimer sa personne, t'aimes probablement pas son style de combat parce que le dude, il paraît que c'est un des dudes qui spar le plus rough comme ever. Puis pourtant, quand tu regardes ses combats, ça a vraiment juste l'air d'un dude qui est en train de sparrer. Fait que tu te demandes qu'est-ce qui se passe, puis comment ça se passe, puis pourquoi ça se passe. Mais tu sais, faut lui donner, le gars, il a master son style, il lance un 1-2, puis c'est tout. C'est tout, mais il a battu Izzy Adesanya avec un 1-2 puis une Philly Shell puis de la pression. Fait que tout est possible rendu là. Dricus Duplessis, autant tu comme pas le choix de l'haïr comme personne, il est le fun à voir se battre. Il est le fun parce que c'est n'importe quoi. Le gars, oui, il s'est fait arranger le nez, fait qu'à Star, il a du cardio, ça a l'air. Ça reste à voir, mais j'ai jamais vu un gars se battre de façon autant efficace, gaz de fuck out. Puis c'est une tornade, aussi, c'est une tornade, puis il y a quelque chose, ce gars-là, il y a quelque chose que je comprends pas encore, que lui, il a compris dans sa game, parce que Chris, c'est un autre gars, 6 pieds 1, 76 pouces de reach, c'est à peu près les dimensions de Mike Malott, ça, là, on s'entend. C'est pas le plus gros des middleweight, mais pourtant, le gars, il est thick dans la cage. Il a l'air massif à comparer de ses adversaires. C'est une force physique qui, lui, avec, va comme venir vers toi. Puis c'est pour ça que ce combat-là, d'après moi, ça n'a presque aucune chance d'être plate parce que t'as comme deux gars qui vont vraiment se rencontrer dans le milieu. Puis je ne sais pas si un de ces deux gars-là est vraiment capable de se battre sur le back foot. Sean met la pression, lance en combinaison. Dricus lance plus des power punch, un à la fois, grapple beaucoup plus que Sean Strickland, ce qui va lui conférer un avantage, selon moi, dans ce combat-là. Mais, comme en général, ça va être débile mental, ça va être le lead-up. Je vois pas, c'est comme deux gars qui vont stand leur ground puis qui vont essayer de tuer leur adversaire avant de reculer. Puis je pense que ça va donner des fireworks. Ça va être un grand fight. J'ai hâte. Puis je pense que Dricus va gagner, man. Puis je sais pas si j'ai une raison technique pour ça, honnêtement, les chums. J'ai juste le feeling que ce gars-là, comme il. Tu sais, genre, il y a personne qui croit plus en lui-même que Dricus Duplessis, de un. Et tout ce camp-là, ils ont une confiance aveugle en eux-mêmes, que c'est comme. J'ai pas le choix d'être confiant aussi, puis je le sais pas pourquoi, parce que je devrais pas l'être, mais ils sont comme tellement confiants qu'ils me donnent confiance, puis. Fuck, man, je l'ai vu battre Bobby Knuckle comme si c'était facile, puis je peux juste pas pique contre lui, contre Sean Strickland. Oui, Sean Strickland, il a battu Easy, mais c'est comme. En ce moment, là, précisément le 18 janvier 2024 à 8h21 du matin, si tu me demandes, est-ce que Deshaun, là, il va avoir un title ring à la Rafael Dos Anjos, où il est devenu un gars random, où il a toujours été un gars random qui est soudainement devenu un champion qui a défendu son titre une couple de fois, ou il est plus genre un Cody Garbrandt qui a eu the performance of a lifetime une fois contre Izzy, puis qu'après il va juste comme redevenir Deshaun Strickland, qui est un bon top 5-6 middleweight, qui va te battre les Abus Magomedov de ce monde, mais que quand tu le mets contre les Pereira et contre les autres elite fighters, il n'est pas capable de gagner. Puis comme mon bet, ça serait là-dessus. Mon bet, ça serait pas que Strickland est le prochain Dos Anjos, puis il est juste devenu un elite champion qui va défendre sa belt plusieurs fois. Je pense qu'il va perdre contre Dricus. J'ai pas le choix de pick Dricus ici. Fait que c'est ça. Qui est ça? Pour l'UFC 297, les chums, on a fait le tour en 42 minutes. Ça a été quand même long. Je pense que ça a été assez détaillé. Fait que pour les curieux qui sont restés jusqu'à la fin, voici mes bets sur cette carte-là. Une petite explication pour chacun de mes bets. Donc, j'ai deux bets opposés ici. Là. Comme il y en a un qui va gagner, il y en a un qui va perdre. Peut-être que les deux vont perdre aussi, ça se peut. Mais je suis comme quand même confiant qu'il y a un de ces deux bets-là qui vont cacher. Le premier, c'est Dricus Duplessis Moneyline. C'est mon pick. Je pense qu'il va gagner ce combat-là. Donc, Dricus Duplessis Moneyline est mon premier bet. Mais mon deuxième bet, qui est par rapport à ce main event-là, c'est Sean Strickland par décision. Toute forme de décision. Technical decision, split decision ou unanimous decision. Parce qu'honnêtement, je pense que si Deshaun gagne, c'est assurément par décision. Je pense que si Deshaun gagne, c'est pas un finish. Il va pas finir Dricus Duplessis. Donc, je suis assez confiant que Duplessis gagne. Honnêtement, s'il gagne, l'argent que ça me donne va comme juste rembourser ma perte
de Sean Strickland. Mais si Sean Strickland gagne ce combat-là, ça va être un gros profil. Je l'ai à plus 375. Sean Strickland par décision. Fait que je sais comment c'est trop je pense que c'est trop un gros chiffre pour la probabilité. Je pense que ce combat-là n'est pas 50-50. J'ai comme un 65-35 pour Dricus, un 60-40 pour Dricus. Fait il y a comme un 40% de chance quand même que Deshaun gagne, selon moi. Puis s'il gagne, je suis presque sûr à 100% que c'est par décision. Donc 40% de chance qu'il gagne par décision, à plus 3,75, ça sera un bet qui me ferait probablement rembourser plein d'autres défaites que je vais probablement avoir plus tard dans la carte. Donc, c'est ça que j'ai ici. Ensuite, un autre bet sur le co-main event. J'ai Fight Goes to the Decision. Raquel Pennington contre Mayra Bueno Silva. Je pense que Bueno Silva est celle qui a une chance de finir dans ce combat-là. Pennington est excessivement durable et dur à finir, puis Pennington ne peut pas finir quelqu'un pour sauver sa vie, là, basically. Donc, à moins 105, fait quasiment even odds, c'est... sur mon wager, je le double, basically, si j'y gagne. Donc, je pense que c'est un bet assez raisonnable. Le fight se rend à la décision. Ensuite, j'ai un parlay de over 1.5. Donc, j'ai Raquel Pennington, Mayra Bueno Silva, over 1.5 rounds. Je pense que même si le fight ne se rend pas à la décision, là, c'est presque sûr que ces deux-là vont se battre plus qu'1.5 rounds. Et j'ai ajouté un autre over 1.5 dans le combat Barrio Curtis. Je pense définitivement que ce combat-là va faire plus qu'un round et demi. Donc, si ces deux combats-là font plus qu'un round et demi, j'ai mon parlay. C'est un two-leg parlay qui me donne dans les moins 100 quelques, là, qui est assez correct pour un un favorite bet. Ensuite, c'est un bet boost sur 365. Ça, je ne l'aurais pas pris si ce n'était pas un boost. Mais il me donne plus 450 les odds, qui est Neil Magny, gang, moneyline et over 1.5 round. Donc, je suis pas mal confiant que ce combat-là va faire over 1.5 round. Surtout si c'est Neil Magny qui gagne. Fait que je pense que comme la victoire de Neil Magny avec le over 1.5, c'est deux choses qui vont naturellement ensemble. Si Magny perd, c'est là que ce combat-là pourrait être en dessous d'over 1.5, mais si Magny perd, l'étiquette cache pas anyway. Fait que je m'en calisse bien que ça aille over ou under. Mais si Magny gagne, je suis presque sûr que ça va over. Fait que je pense que c'est pour plus 150, tu crées une pièce là-dessus, tu te fais 4,50 les chums, c'est assez intéressant. Ensuite, un autre parlay d'over 1.5. Alan Evloev, je pense que d'une manière ou d'une autre, peu importe qui gagne ce combat-là, je suis assez confiant que ça va à décision. Fait que le over 1.5 qui est à moins 600, là, c'est quasiment un bet gratuit. Que j'ai parlé avec le over 1.5 de Jasmine et Priscilla Cachoeira. Vous le savez, les gars. J'adore bet l'over 1.5 sur les combats féminins. J'ai 2 des 3 combats féminins ici que je bet l'over 1.5 sur cette carte-là. Je le ferai pas sur Julian Robertson contre Poliana Viana. Là, ces deux finishers, ces filles-là, ça a tendance à se finir. Donc, il ne faut pas essayer de prendre un bet d'over-under. Je pense que ça serait trop dangereux. Mais donc, parlay de two-leg parlay over 1.5. Arnold Allen, Movzar Evloev, over 1.5. Jasmine contre Priscilla Cachoeira. Ensuite, j'ai un straight bet sur Brad Katona. Les odds s'en viennent à moins 188. Fait qu'il a fallu que je mette un peu plus que je voulais, mais c'est comme pour un straight bet, c'est un de mes picks les plus confiants sur toute la carte. Fait que le fait que ce soit pas encore à 2 contre 1 ou plus, je pense que c'est un bet que je peux prendre. Ensuite, Jasmine by decision. C'est quasiment even money, Jasmine by decision. Puis je pense que si Jasmine gagne, c'est par décision. Puis j'ai Jasmine pour ce combat-là anyway. Fait que je pense qu'il y avait une bonne value ici. Et finalement, j'ai 2 parlays. C'est des Canadian parlays, moneyline pour tous. J'en ai un que je suis assez confiant, 4 fighters seulement. Me donne des très bons odds. C'est Jasmine, Julian Robertson, Charles Jourdain et Brad Katona. Et puis, j'ai refait ce même parlay-là, mais j'ai rajouté Series CD pour un boost d'odds encore plus incroyable. Là, je ne vous le cacherai pas, j'ai juste mis 50 cents sur ces parlays-là. Si celui à 4 legs gagne, je fais 2 et 12 sur mon 50 cents. Donc, c'est x4. Basically. Et puis sur le 5-leg parlay, là, que j'ai Katona, Jourdain, CD, Robertson, Jasmine,
Sur mon 50 cents, je fais 3,51. Fait que c'est un assez bon boost, si vous voyez, pour un parlay de 5 Canadiens, que je pense qu'il est possible. C'est logique de penser que ces 5-là ont gagné. C'est des Canadiens que je pique. Je suis pas game de mettre Malcolm Gordon et Yohan Lennes dans le parlay. Je pense que ces combats-là, c'est un peu trop des coin flips pour que je les mette dans le parlay. Donc, parlay des Canadiens que je suis assez confiant qu'ils vont gagner. Series CD est le seul que j'ai comme enlevé puis mis. Puis probablement qu'il va gagner, puis que c'est comme genre Julian Robertson qui, out of nowhere, va me faire chier mon parlay. Mais bref, c'est ça les chums. Merci d'avoir été à l'écoute. À la prochaine. Ciao.